Merci. Camarades membres de la haute direction du parti, camarades membres de la haute direction du parti, camarades membres du parti, je vous salue et je vous remercie d'être venus à cette tribune, la 30e. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, je voudrais aussi vous remercier. Même si profession oblige, vous avez pris de votre temps pour venir nous écouter et comme toujours faire l'écho de cette tribune qui est maintenant à sa 30e édition. Donc soyez remerciés. Mesdames et messieurs, camarades militants et militantes, je voudrais terminer ce chapitre de remercier, je ne puis terminer ce chapitre de remerciements sans remercier le plus illustre d'entre nous, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, président du parti, qui a pensé et permis la mise en marche de cette tribune pour que un parti d'opposition comme le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire puisse s'exprimer dans ce contexte particulièrement difficile pour les médias. Que le président donc soit remercié. Alors, pour parler de ce thème qui est la fuite des cerveaux, que nous avons intitulé encore un échec du RHDP, nous allons axer notre propos autour de 3 axes. D'abord, faire un rappel du contexte social pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, nous allons parler de la fuite des cerveaux pour en dégager l'ampleur et montrer les causes et le danger que cela peut représenter si l'on y prend garde. Puis, avant de terminer, nous allons, en tant que parti socialiste, démocratique, panafricaniste, soucier des populations, qu'elles soient ivoiriennes ou non ivoiriennes, nous allons faire des propositions pour que si en 2025, nous venons au pouvoir, nous puissions endiguer, voire freiner ce fléau. Donc, quel est le contexte social dans lequel survient cette fuite des cerveaux? Eh bien, la vie est dure, le contexte social est difficile en Côte d'Ivoire. Tout le monde reconnaît qu'il est pénible de vivre dans ce pays. Depuis la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara et son gouvernement, c'est difficile de pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, lorsque le chef de l'État a convoqué devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le 18 juin passé, lorsqu'il les a convoqués pour faire un discours à la nation, nous étions tous, Ivoiriens, population de Côte d'Ivoire, nous étions tous en attente de son discours. Et les espoirs étaient tournés vers lui. Alors, malheureusement, le chef de l'État, sans faux fuyant, au lieu de répondre à l'attente des Ivoiriens, est venu faire l'éloge de son équipe gouvernementale, l'éloge de la première dame. Pour lui, le bilan de l'action gouvernementale et l'immixtion de la première dame dans les dossiers d'État était parfait. Après avoir passé environ 1 heure à parler de l'activité économique, de l'évolution attendue des taux de croissance, du cadre macroéconomique, du nombre de kilomètres d'échangeurs construits, ou encore des rangs que notre pays occupe
au plan agricole en matière de cacao, de caoutchouc, d'huile de palme et de coton, c'est juste à la fin du discours, au moment où l'attention de l'auditoire baissait fortement, que le chef de l'État a évoqué en 2 phrases laconiques la question de la vie chère. Je voudrais dire que pour nous au PPACI, cette question de la vie chère, si on pouvait faire une échelle des valeurs, des problèmes qui préoccupent les Ivoiriens, cette question serait au premier rang des priorités, des préoccupations des Ivoiriens. Donc les termes utilisés par le chef de l'État, et je cite, « La question de la cherté de la vie reste bien évidemment une préoccupation de nos concitoyens que nous comprenons parfaitement. Nous sommes engagés sur la voie des solutions durables à cette question. » Point. Cette réponse, on ne peut plus légère à une question essentielle comme le problème de la vie chère qui impacte fortement la vie, les décisions et les comportements des populations. Cette réponse, dis-je, légère, nous montre que le gouvernement et le président et le chef de l'État ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors, une question nous vient à l'esprit au PPACI. Au vu de ce bilan que j'ai énuméré tout à l'heure, que le chef de l'État a fait, au vu de l'enrôlement même dans la CMU, puisqu'ils disent qu'ils ont enrôlé un grand nombre, que maintenant la CMU fonctionne, tous ces éléments-là nous font poser la question suivante. Mais l'Ivoirien, le jeune Ivoirien, est-il tombé sur la tête? Pour être plus sérieux, dans un pays où tout va pour le meilleur des mondes, d'après le discours du chef de l'État, pourquoi une si grande fuite des cerveaux? Pourquoi tant de suicides parmi les forces vives de la nation? Je rappelle que nous sommes premiers en tant que premier pays ayant le plus grand nombre de suicides et 5e pays dans le monde. Pourquoi le taux de chômage est-il si élevé? À tel point que les jeunes n'ont que 3 destinations après leur diplôme. Soit ils sont gérants de cabines téléphoniques, soit ils sont chauffeurs de taxi Yango, soit ils vont se noyer dans la Méditerranée. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi tant de problèmes chez les jeunes? C'est pour comprendre donc, avant d'en venir à la fuite des cerveaux, ce qui se passe, le contexte social. Donc cette difficulté à laquelle tout le monde est confronté, vous et moi, est comme une boîte de Pandore qu'on ouvre et son ouverture est responsable de tous les maux, de plusieurs maux. Un des mots dont nous parlerons dans cette tribune est donc la fuite des cerveaux. Et notre propos est de situer la responsabilité du gouvernement RHDP dans cette déchéance sociétale à travers la fuite de plus en plus grande des cerveaux et des forces vives de la nation, en particulier les agents du ministère de la Santé qui fuient vers l'extérieur en masse. Nous avons donc choisi le problème des agents de la santé puisque nous sommes responsables au niveau du parti de la santé, de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Alors, la fuite des cerveaux maintenant. C'est un phénomène chronique qui est vécu, on me dira, par la plupart des pays en développement, mais qui a pris une ampleur indescriptible depuis l'avènement au pouvoir du gouvernement actuel. Pour qu'on comprenne la motivation qui pousse le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à en parler, il faut comprendre la peine de revisiter notre histoire récente en quelques mots. Dans les années 80-90, les pays en développement, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne comme la Côte d'Ivoire,
ont eu d'énormes difficultés causées par la baisse des prix des matières premières. Tout le monde le sait. La conséquence a été, pour ces pays, et en particulier le nôtre, l'essoufflement du plein emploi. Avant, moi j'en ai profité, déjà dès qu'on sortait de l'université, on était sûr pratiquement d'avoir un emploi. Ce n'est plus le cas. Il y a eu aussi, le gouvernement a pris des mesures comme les incitations à la retraite volontaire anticipée, le gel des recrutements dans la fonction publique. Cette situation difficile sur les plans financiers et social s'est achevée, s'est toutefois améliorée, de manière notable après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très entêtés, PPTE, et par son Excellence, M. Laurent Gbagbo, qui était président en cette période-là de la Côte d'Ivoire, dans les années 2010. On en a pour preuve la conférence de presse qui a été co-animée par le ministre Feu Dibi Kofi Charles et les représentants de Bretton Woods, le FMI, la BAD, la Banque mondiale, pour faire cette déclaration ici à Abidjan le 10 juillet 2012 à Abidjan. Donc concrètement, grâce aux efforts du président Laurent Gbagbo et de ses gouvernements successifs, la Côte d'Ivoire obtenait l'effacement de la grande majorité de cette dette extérieure. Elle redevenait donc solvable aux yeux des institutions internationales de finances. Nous rappelons ces faits-là parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance. La gouvernance sous son Excellence Laurent Gbagbo, qui a été combattue sans répit par la France, la CEDEAO, la communauté internationale. Une gouvernance à laquelle on n'a fait aucun cadeau. D'une part, parce qu'on se souvient que la France et l'ONU avaient parrainé la partition de notre beau pays en deux. Le Sud est resté aux mains du gouvernement légal de son Excellence Laurent Gbagbo et le Nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Soro Guillaume. Donc cette gouvernance-là doit être distinguée de la gouvernance du président Ouattara qui débutait son coup d'État armé avec tous les voyants au vert puisqu'il avait les acquis de la PPTE. Il attendait donc la manne financière qu'il n'avait pourtant pas négociée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous souvenez tous que le chef de l'État avait fait plusieurs promesses. Construction de 5 universités par an, attribution de financement au chef-lieu de département, Yamoussoukro 1000 milliards, 1005 milliards, Bouaké 310 milliards, etc., etc. Ces promesses n'ont jamais été tenues. Donc, connaissant cette situation financière favorable après le point d'achèvement, le président Ouattara aussi, dans ses slogans de campagne, a profité pour décréter un quinquennat de la jeunesse depuis 2015. On ne peut donc pas raisonnablement comprendre que ce soit les jeunes en général, les agents du ministère de la Santé qui sont jeunes et du supérieur, qui s'exilent de plus en plus à l'étranger. Nous en voulons pour preuve le courrier numéro 016 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, courrier adressé par le directeur de cabinet de ce ministère, demandant à tous ces services de signaler dans les plus brefs délais la liste du personnel de santé en situation d'émigrer. Nous en voulons aussi pour preuve, récemment, l'article de l'hebdomadaire, nos amis journalistes le connaissent, l'hebdomadaire Le Franc-Tireur, du 26 août 2024, qui est intitulé « Ministère de la Santé, les médecins spécialistes fuient les hôpitaux ». Donc,
Cette note du cabinet et cet article récent montrent à quel point le problème de la fuite des personnels ressources, qui sont les cerveaux pour lesquels le pays a investi grandement, est un problème grave et aigu. Quelle est la réalité des faits? Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, publié en 2011, entre 10 000 et 15 000 personnes émigrent chaque année vers les pays de l'OCDE. Ce sont pour la plupart les diplômés de l'enseignement supérieur, mais comme nous sommes réunis aujourd'hui, nous parlerons du cas des agents de la santé. Et entre 2013 et 2018, les destinations préférées étaient la France, 22%, les États-Unis d'Amérique, 20%, le Canada, 12%. Et le nombre de migrants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur était de 450 000. Actuellement, les intentions d'émigrer sont environ de 32% dans la population ivoirienne. C'est énorme. Ça veut dire qu'un jeune sur trois, voudrait émigrer. La jeunesse ne veut plus rester au pays, ne voyant aucun espoir à l'horizon. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour en parler que nous ne faisons que reprendre les propos d'une personnalité française qui déclarait cette année même sur nos radios privées que sur les 124 000 demandeurs d'asile officiels que la France avait enregistrés, 68% étaient des Ivoiriens. Une majorité écrasante devant des pays comme la Syrie, l'Afghanistan, le Nigeria, etc. Cette personnalité, disais-je, au microphone de radio BFM, disait, je cite, « La croissance ne profite qu'aux étrangers, en particulier la France. » La croissance dont parle le chef de l'État ne profite qu'aux étrangers, en particulier la France. Les jeunes Ivoiriens qui devraient en profiter, fuient les immeubles, les ponts, les kilomètres de bitume pour traverser la Méditerranée au péril de leur vie. En effet, malgré les affirmations répétées de croissance à 2 chiffres du gouvernement, personne n'est dupe, sauf les militants peut-être du RHDP. Et pour preuve, les données récentes de la Banque mondiale sont les suivantes. Le taux de pauvreté était de 10% en 1980 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 2023-2024, ce taux est de 46%. Ce qui montre bien que nous sommes dans une croissance appauvrissante, comme disait le peuple a faim. Donc, pour en revenir au ministère de la Santé, la note du ministère, en l'espèce, doit interpeller et inviter tout Ivoirien soucieux de la chose publique à faire le point de la situation auprès de la direction des ressources humaines. Puisqu'il s'agit d'un problème national qui entraîne un manque, un déficit de personnes aux ressources qualifiées. Dans notre entendement, les données devraient être publiées et accessibles à tous les citoyens. Comme par exemple, pour la France, où chaque année, l'agence de promotion de l'enseignement supérieur, qu'on appelle Campus France, déclare le nombre des étudiants sur son territoire. En 2022-2023, ils avaient déclaré 10 691 étudiants sur leur territoire. C'est normal de connaître ces chiffres, puisque ces personnes qualifiées ou en apprentissage bénéficient pour la plupart d'entre elles, je le dis parce que moi j'en ai bénéficié, de bourses accordées par l'État. Ces bourses sont importantes et varient entre 21 000 et 58 700 $ des États-Unis, c'est-à-dire 10 500 000 et 29 350 000 francs CFA pour la formation des médecins. Cette étude a été faite dans le journal British Medical Journal, qui est apparu le 25 novembre 2011, sur 9 pays africains anglophones. Je vous fais chose pour les noms, on peut les citer, mais ce n'est pas la peine. Donc, pour des pays comme le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, l'Ouganda, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, les données sur l'immigration du personnel de santé
et des cadres sont disponibles pour tout le monde dans les revues et sur l'Internet. Ainsi, nous avons pu avoir leurs chiffres et ou leur pourcentage. Le Sénégal, émigration 37,9%, Ghana 61,9%, bien sûr, Cameroun 42%. Mais ça, c'était des chiffres de 1984 à 2002. En Côte d'Ivoire, 32%. Et entre 500 et 600 personnes qui migrent sur la période de 2012 à 2023. 500 et 600 personnes. Malheureusement pour nous, ces chiffres ont été obtenus par des renseignements personnels. Il a été impossible pour nous, à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, d'avoir accès à ces chiffres concernant donc les agents émigrés. Même quand nous avons demandé et justifié notre demande pour des recherches académiques, le ministère n'a pas voulu nous donner ces chiffres. Mais on sait qu'autour de 500 à 600 personnes, sur une période de 2012, sur 10 ans, ont migré concernant seulement le personnel de la santé. Alors, cette situation nous permet d'ouvrir la parenthèse sur la guéguerre des chiffres que nous a livré le directeur de cabinet du ministère après notre tribune du 16 mai 2024. Le PPACI avait donné un ratio sorti du rapport annuel concernant la santé, RASS, et le PPACI avait dit donc à cette tribune que le ratio des médecins par habitant était de 1,4 médecins pour 10 000 habitants. Le ministère est monté sur ses chevaux pour dire que oui, le PPACI sort de mauvais chiffres. Que eux, ils avaient un taux de médecin pour 29 000 et pour 5 158 habitants. Alors, nous voudrions préciser que c'est eux qui ont les chiffres. Mais nos chiffres viennent des rapports internationaux qu'eux-mêmes donnent à l'OMS ou à des structures internationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que la réalité des faits pourrait aussi s'expliquer par le fait que des médecins ont été recensés. Ils ont été reçus à leur thèse de doctorat en médecine. Mais ils ne sont pas forcément inscrits à la fonction publique. Et puis d'autre part, si c'est le chiffre du ministère de la fonction publique était vrai, pourquoi alors le même ministère aurait demandé en 2023 la formation curieusement rapide de 80 généralistes en 6 mois pour devenir des spécialistes en gynéco-obstétrique? Ce que nous avions dénoncé vigoureusement en son temps pour respecter les règles de la formation de spécialistes, car le spécialiste ne peut pas se décréter par une quelconque autorité. C'est un cursus pour devenir spécialiste. Donc, ces éléments qui sont l'initiative de formation accélérée en 6 mois d'un spécialiste et les départs évoqués par la note du directeur du cabinet du ministre lui-même nous permettent de douter des chiffres du ministère de la Santé. Et nous persistons à croire que nous serons capables, d'avoir, lorsque nous prendrons le pouvoir, un ratio de médecins pour 6 000 habitants en 2030, voire un ratio de médecins pour 3 000 habitants en 2040. Et cela sur des faits réels. Donc, les agents vont au Canada, qui est la destination de prédilection, en particulier le Québec, et les agents sont, pour la plupart, comme vous le savez tous, des agents faisant partie du ministère de la Santé. Ce pays utilise donc cette main-d'œuvre qualifiée venue d'Afrique pour faire fonctionner son système de santé en manque de personnel au fil des ans, avec une population vieillissante, pour combler le manque de médecins en zone desservie. Le pays a placé des bureaux d'immigration dans la plupart des pays africains comme la Côte d'Ivoire. Il priorise donc les demandes de permis de travail de résidents temporaires pour des secteurs essentiels comme le secteur de la santé. Il y a eu beaucoup d'actions qui sont faites par leur gouvernement.
je ne veux pas y revenir, mais c'est pour dire que si ces pays qui sont développés recrutent toujours des médecins, pourquoi nous avons des problèmes pour conserver le peu de médecins que nous avons? C'est là le problème. Nous devrions pouvoir les inciter à rester dans le pays. Si on veut donc, puisqu'on parle d'émergence, si on veut obtenir l'émergence, nous devrions, nous, faire tous les efforts pour les inciter à rester. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, ces exemples montrent bien que ces exemples sur lesquels nous avons, comme vous le constatez, insisté à dessein, montrent bien à quel point il y a deux types de gouvernance. La gouvernance tournée résolument vers la résolution des problèmes du peuple, à la recherche de son bien-être, celle qu'a choisie depuis plus de 30 ans son Excellence Laurent Gbagbo, dans l'ancien FPI et dans le nouveau Parti des peuples africains Côte d'Ivoire actuel, une politique de démocratie, de justice, de liberté pour tous les citoyens. En effet, pour le PPACI, la gouvernance doit se faire pour le bien du peuple, qui est le véritable détenteur du pouvoir. Dans les exemples que nous avons donnés donc, préalablement, nous comprenons que les pays du Nord qui sollicitent une main-d'œuvre chez nous, même si nous n'approuvons pas leur méthode d'exploitation de nos forces vives, ces pays du Nord sont soucieux du bien-être de leur population. Lorsque vous laissez les populations et les cadres, comme les cadres de la santé ou même du supérieur, partir sans chercher à trouver une solution, il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle le PPACI a voulu se prononcer sur ce phénomène-là. Il y a donc cette gouvernance dont j'ai parlé, que Laurent Gbagbo a mise en place depuis une trentaine, depuis qu'il fait la politique. Et puis il y a la gouvernance exercée, qui existe aujourd'hui, la gouvernance exercée par un groupe, pour le bien d'une partie du peuple au détriment du peuple. La conséquence dans ce cas-là, pour les jeunes, c'est de rechercher un endroit où il fait mieux vivre. Le cas échéant, eh bien, il faut aller peut-être se noyer ou s'embourber dans la mer Méditerranée. Je ne parlerai pas, pour ne pas être attaqué par les nouvelles lois, je ne parlerai pas d'autres solutions de lutte. Dans notre pays, quelles sont les raisons qui expliquent ce problème? Nous avons voulu donc tout à l'heure vous montrer l'ampleur du problème. Maintenant, nous allons vous donner les raisons. De nombreux problèmes ont surgi donc depuis la prise de pouvoir RHDP. Mais on peut en retenir 5 qui sont d'ordre général et qui sont liés même à la profession. Ces 5 problèmes problèmes expliquent donc que les jeunes, et en particulier les agents valides de la santé, fuient le pays. Le premier problème, qui est d'ordre général, c'est la paupérisation générale de la population, avec cette vie chère dont nous avons parlé en prélude, pour toutes les couches sociales. Le deuxième problème, c'est les mauvaises conditions de travail des agents dans les structures de santé et dans l'enseignement supérieur. C'est donc lié aux problèmes techniques. Le troisième problème, c'est l'inadéquation entre les salaires et l'évolution du coût de la vie. C'est un problème général. Le quatrième problème, c'est la hantise d'une retraite de misère. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas cette hantise. Si on est responsable, dès qu'on commence à travailler, on prépare sa carrière et son futur. Lorsqu'on va devenir retraité, comme c'est nous, dans notre cas présent, on n'est plus capable d'avoir un minimum, eh bien, si on a l'occasion de partir, si on nous propose des postes ailleurs, on part. Et enfin, le cinquième problème, qui est un problème d'ordre général, c'est le mauvais paysage socio-politique avec l'apparition, je n'avais pas dit ce mot,
mais dans mon esprit, du rattrapage ethnique, qui est un phénomène socio-politique unique. Alors, la paupérisation générale de la population. Je ne veux pas trop insister, tout le monde sait ici que la vie est trop chère. On constate que vivre en Côte d'Ivoire est devenu comme une sinécure. Les loyers, en moyenne, sont compris en 200 000, 400 000 francs CFA dans les quartiers de moyen standing. Le studio varie entre 40 000 et 50 000 dans un quartier comme Yopougon. Au niveau de la communication, je n'en parle pas puisque des députés avant nous, qui ne sont pas partis du PPACI, avaient fustigé donc le coût des octets. La nourriture est hors de prix sur les marchés d'Abidjan. Le prix des denrées alimentaires, le poisson connaît une augmentation de 13 à 30% selon les marchés. 3 bananes plantées en 1500. Je me suis dit d'être terre à terre, mais il faut que les gens comprennent que la vie est dure. Le kilo de riz non parfumé est passé à 650, 750, 700, 800 même quelquefois. Le kilo de viande, 3500 avec os, sans eau à 4500. L'huile est actuellement de 1200 francs et 1700 francs selon le volume. Le sac d'oignon est passé de 8500 à 16 000 francs. Le sac de 25 kilos. Le tas de petites aubergines est à 600 francs, alors qu'avant nos moments, on les achetait à 200 francs sur le marché. Bon, je ne parlais pas de la boîte de lait, je ne parlais pas de la baguette de pain, vous tous vous mangez du pain. Même si le prix est resté le même, le poids a changé. Donc je ne vais pas y revenir. Ouais. Donc on peut comprendre aisément le dénuement, la pauvreté extrême, dans lesquels vivent 38 et 46% des Ivoiriens selon la Banque mondiale, depuis les années 2015. De nombreux foyers ne connaissent plus, depuis cette période, la notion des 3 repas quotidiens. Tout le monde est à, pour parler comme Yopougon, un koukaou. C'est-à-dire que c'est un repas par jour. Alors, que dire de la santé? Elle est hors de prix. Même dans nos hôpitaux publics. Même dans nos hôpitaux publics. À titre d'exemple, dans un hôpital public qui devrait en principe s'occuper du citoyen lambda, eh bien, une hospitalisation pour une crise de reviviscence paludique, donc disons pour le palu, peut coûter, selon les FSU comme ou les CHU, entre 50 000 et 125 000 francs CFA. Selon qu'on se soit au CHU hospitalisé en salle de première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Une cure pour une hernie, entre 100 000 et 225 000 francs au CHU, selon les catégories. Alors, si on veut parler du transport urbain, ce n'est pas la peine. D'abord, les transports, les bus et les bateaux de la Sotra sont insuffisants pour la desserte des 10 communes et la périphérie du district. Il y a eu une place importante depuis du transport privé avec les différents types de taxis, Woro, Yango, Baka, bateaux-bus privés. Mais dans ce cas précis, l'augmentation croissante du carburant, vous connaissez les prix du carburant actuellement, depuis les années 2019, a fini par rendre les prix des transports urbains exorbitants. Il y a beaucoup de cas, mais je vais citer pour, je ne vais pas faire la litanie de toutes les choses. Je vais donner par exemple, j'habite moi à Trècheville, zone 3, eh bien, le CHU de Trècheville engrais 700 francs dans un, comment ils appellent ça, Woro, dans un Woro, 700 francs. Gare de Bassam, gare Arras, 220 logements, selon les heures de pointe, 500 francs. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Aujourd'hui, le PPACI se pose la question de savoir si les Ivoiriens pourront bientôt se déplacer pour aller au travail. Le carburant ne fait qu'augmenter. Et quand cette augmentation se fait, malheureusement, il y a des fêtières comme la Mutuelle des transporteurs de Côte d'Ivoire, MTCI, qui ne trouvent aucun inconvénient et qui disent que non, il s'agit de l'augmentation du cours mondial des hydrocarbures. Mais ce que nous voyons, c'est que la hausse du prix des carburants entraîne toujours la flambée des prix. Ça, c'est une équation à laquelle personne ne peut échapper.
Donc, de manière concrète, c'est difficile de vivre à Abidjan. C'est difficile. Il y a des exemples. Si un jeune qui commence à travailler, qu'on paye 150 000 francs par mois, qui loue un studio à 50 000 à Yopougon, et qui dîne à 32 000 francs par mois, qui a les charges d'électricité à 20 000, hein, qui doit faire une souscription téléphonique, à la fin du mois, si se serre vraiment la ceinture, il ne lui reste plus que 13 000 francs pour ses soins, ses loisirs et ses économies. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est vivable? Donc, à un moment de cette existence, ce jeune-là se pose la question de savoir si le travail en vaut la peine. S'il ne faut pas s'expatrier parce qu'il se nourrit mal, parce qu'il est mal logé, parce qu'il ne peut pas économiser pour le futur, parce qu'il ne peut même pas s'offrir un minimum de loisirs. Il peut déprimer, il peut se suicider même, ou se réfugier dans l'alcool, ou jouer à la loterie, pour espérer échapper à la chape de plomb des envies insatisfaits. Voilà. Alors, des organismes comme l'Office international des migrations, OIM, ou le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, rapportent qu'en 2023, plus de 12 000 personnes débarquant à Lampedusa, en Italie, déclaraient être de nationalité ivoirienne. Vous avez vu la réaction du gouvernement là-dessus. Chacun donne ses chiffres. Bon, je ne vais pas y revenir, vous avez tous vu ça sur les médias télévisés. Alors, mais ce qu'on retient, c'est que Lampedusa déclarait que sur 12 000 personnes qui débarquaient sur leur côte, la plupart donc déclaraient d'être de nationalité ivoirienne. Cela représentait 230% d'augmentation du nombre des Ivoiriens dans la période de 2017 à 2023. Nous avons fait différentes enquêtes sous forme de questionnaires simples. Et ces enquêtes-là, en zone urbaine et rurale, révèlent que la principale cause de cette immigration massive, c'est la paupérisation galopante et la vie chère. J'en veux pour preuve la casse. Lorsque le gouvernement a entrepris de détruire la casse de Abobo Anador, mais à la télévision, à la télévision, ils ont même parlé en disant, puisqu'on casse, nous, on va prendre la Méditerranée. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu ça. Donc, pour le PPACI, le seul responsable, c'est le gouvernement RHDP, incapable de contrôler, de réguler la vie chère. En effet, que peut-on attendre concrètement d'une augmentation de 20 000 francs CFA sur les salaires, comme cela a été dit, si concomitamment tous les prix flambent sur le marché? C'est un coup d'épée dans l'eau. Plutôt que de faire de grosses pancartes à tous les coins de rue, comme on l'a vu lors de la promesse d'augmentation de salaire, plutôt que de faire des effets d'annonce, le PPACI pense que la vraie solution pour les Ivoiriens est la politique d'un vrai contrôle, d'une vraie maîtrise des prix par le ministère du Commerce, ce qui n'est pas le cas et qui deviendra le cas en 2025 si le PPACI revient au pouvoir. Donc pour le PPACI, le seul responsable de cette situation est le gouvernement RHDP à travers sa gouvernance, qui n'a pas compris que le premier rôle d'un gouvernement, c'est de travailler au bien-être des populations. Alors, je vous fais grâce de certains détails pour aller plus vite, pour dire que l'UE nous avait attribué, l'Union européenne nous avait attribué en 2015 à Malte la somme de 200 milliards pour nous occuper des jeunes. L'utilisation de ces fonds par le gouvernement RHDP n'a jamais été transparente. Les jeunes Ivoiriens représentent donc 68% des demandeurs d'asile en Occident, malgré les apports extérieurs, les aides extérieures. Donc, on peut déduire raisonnablement que le bien-être des populations n'a jamais été la priorité et que ce gouvernement est incapable de mettre en place une politique cohérente et efficace pour la jeunesse.
ce que le PPACI va faire lorsqu'il va vous présenter très prochainement son programme de gouvernement. Le deuxième problème, c'est les mauvaises conditions de travail. C'est un problème technique. Nous avons choisi de nous appesantir sur ce pas parce que dans le domaine de la santé, les infrastructures sont vieillissantes. La plupart des bâtiments ne sont pas entretenus. Vous tous, vous savez que les hôpitaux, les CHU, qui sont les hôpitaux de référence, ont été fermés pendant plusieurs années. Et ça pénalise les populations. Ça fait payer les médecins à ne rien faire. Et puis les populations n'ont pas de place pour faire des consultations. Ça, ce n'est pas bon. Même si maintenant ces services viennent d'être mis à disposition avec l'aide de la Coupe d'Afrique, pour qu'on puisse les ouvrir urgemment, la dernière Coupe d'Afrique, ce n'est pas bon. Et puis les motifs de ces fermetures sont des motifs simples qu'on peut régler. Ce sont des problèmes d'étanchéité. Je parle sous le contrôle du professeur Dekou, qui est chef de service actuellement à Cocody. Ce sont des problèmes de plomberie, d'électricité. Ce ne sont vraiment pas de grands problèmes pour un gouvernement, qui peuvent être largement évités s'il y avait un suivi technique correct. Au niveau de la santé aussi, les plateaux techniques, les laboratoires ne sont pas mis à niveau. Je ne vais pas développer, parce que vous tous, vous savez, vous avez un parent ou quelqu'un qui est parti à l'hôpital, où on lui dit, bon, vous êtes venu, on vous fait une ordonnance, allez faire les examens dans une clinique privée. Les examens, parce qu'on ne peut pas faire tel examen de sang n'existe pas ici. Pourquoi, dans nos hôpitaux, les stocks des intrants, etc., doivent-ils manquer? Ce n'est pas normal. Il y a aussi une rupture fréquente des stocks de médicaments à la pharmacie des hôpitaux. Donc c'est la mort dans l'âme qu'un médecin consciencieux, lorsqu'il vous consulte, il vous donne une ordonnance. Bon, je vous ai vu, tenez une ordonnance, allez acheter à la pharmacie. Vous tenez une pharmacie de l'hôpital. Il y a une nouvelle pharmacie de santé publique. Il y a beaucoup de choses liées. Enfin, sur le plan technique, pour les hôpitaux, il y a le manque de personnel. Je ne vais pas y revenir parce que la guerre que le ministère nous a menée est une guerre qui n'en vaut pas la peine puisqu'on voit les faits. Et puis on sait aussi que les chiffres sont têtus. On a 1,4 médecins pour 10 000 habitants. On a 2,36 infirmiers pour 5 000 habitants. On a 3,3 sages-femmes pour 3 000 habitants. Ce qui donne une densité professionnelle de 8,57 pour 10 000 habitants. Or, la norme donnée par l'OMS est une densité de 23 personnels de santé au moins pour 10 000 habitants. Nous en sommes à 8. 8, c'est insuffisant. Donc, ne vous étonnez pas si vous allez à l'hôpital qu'il y a des services où il n'y a pas d'infirmiers, où il n'y a pas de médecins, etc. Maintenant, sur le plan général, un des problèmes, c'est l'inadéquation, excusez-moi, entre les salaires et l'évolution du coût de la vie. Quand on considère les grilles salariales des agents de l'État, on se rend compte que les salaires sont compris pour les agents du secteur de santé entre 153 308 francs et 473 913 francs. Le VP qui est chargé de l'entrepreneuriat et qui a longtemps travaillé dans le privé doit rire sous cap parce que ce ne sont pas des salaires dignes. Et donc, malgré les nouvelles mesures salariales prises par le projet de loi des finances portant sur le budget 2020, dans son annexe 5, et malgré une augmentation proposée par le chef de l'État en janvier 2023, on se rend compte que la plupart des Ivoiriens, avec les agents de la santé en tête, éprouvent de grandes difficultés à joindre les deux bouts. C'est le lieu de rappeler ici les mesures que son Excellence M. Laurent Gbagbo avait prises en son temps au pouvoir pour améliorer les conditions salariales malgré les conditions de guerre et malgré la division du pays en deux parties. Il avait augmenté le salaire des policiers, proposé un salaire spécial aux magistrats, ou encore supprimer les salaires à deux vitesses des enseignants que le Premier ministre Alassane Ouattara avait institué. Et malgré toutes ces mesures qui en leur temps avaient fait le bonheur des populations,
Aujourd'hui, la réalité est implacable. Le pouvoir RHDP fait que la vie est très chère en Côte d'Ivoire. Et on peut citer pour preuve un article signé par Jean-Yves Garneau, qui est paru sur le net, les références sont là, qui dit que la Côte d'Ivoire a le plus grand écart entre l'indice du pouvoir d'achat et l'indice du coût de la vie, devançant des pays comme l'Éthiopie et le Cameroun. L'écart se situe autour de 40%. Donc le quatrième problème, qui est d'ordre général, c'est la hantise d'une retraite de misère. D'une retraite de misère. En effet, l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 a remis en cause 3 points essentiels concernant le calcul de la pension de la retraite. La valeur du taux d'annuité liquidable est passée de 2 à 1,75 sous le gouvernement actuel. La valeur de l'indice du salaire de référence est passée du dernier grade à la moyenne des salaires sur 5 ans avant d'arriver à la retraite. Donc ce sont ces éléments-là qui entrent en jeu. Il y a aussi les annexes liées à la famille du retraité dont je ne vais pas parler. Mais pour dire que les gens ont l'hantise de la retraite, ils se disent, mais quand je vais finir, comment je vais vivre? Aujourd'hui, les populations donc perdent en valeur financière avec cette ordonnance de 2012 ils perdent environ 1/5 de leur salaire, 1/5 du taux de leur pension. Par exemple, en 2012, un agent touchant 500 000 francs CFA par mois pendant 30 ans d'activité. Il faut qu'on donne des chiffres pour que les gens touchent du doigt la vérité des choses. Alors, cet agent-là, il gagnait avec l'annuité liquidable de 2 et le dernier chiffre, et le dernier salaire, il gagnait donc 2 multiplié par 30 ans de service, multiplié par 500 000, divisé par 100. Ce qui fait qu'il gagnait autour de 300 000 francs de pension lorsqu'il allait à la retraite, alors que quand il travaillait, il avait 500 000. Bon. Aujourd'hui, avec l'ordonnance de 2012, quand on fait le calcul, ça devient 1,75 multiplié par 30, multiplié par 450 000, la moyenne des 5 derniers salaires, ce qui fait, et divisé par 100, ce qui fait que la personne gagne 236 250. Il y a un gap de 63 750 francs CFA, donc 1/5 du salaire. Moi, je viens de prendre ma retraite, je ne touche pas le même salaire qu'un agrégé, qu'un titulaire de chaire qui est parti dans les années 2012-2014. Nos aînés avaient pratiquement leur salaire. Moi, je paie 1/5 de choses sur ce salaire. Donc, on revient comme au temps des enseignants à 2 salaires pour la même chose. 2 salaires pour le même grade. Alors, toutes ces mauvaises conditions de travail font que les jeunes gens commencent leur vie active. Ils vont être démotivés. Si on leur propose un poste ailleurs, avec des conditions meilleures, ils s'en vont. C'est ce qui explique donc que les gens s'en vont. Et puis, je vais terminer avec la 5e raison, qui est une raison politique, qui est une raison générale. C'est le mauvais paysage politique. C'est vrai qu'il s'agit des médecins, mais c'est une tribune politique. Alors, depuis 2011, les Ivoiriens, même ceux qui avaient jubilé avec l'éviction de son Excellence le président Gbagbo, ont constaté eux-mêmes, à leurs dépens, des anomalies qui n'honorent pas le pays. Parmi ces anomalies, le principal et le plus impactant, je le dis vraiment, je le pense, c'est le rattrapage ethnique. Ce rattrapage a remplacé de facto le sacro-saint esprit d'émulation basé sur la compétence qui avait permis, depuis Houphouët-Boigny jusqu'au président Gbagbo, de mettre au poste important de l'État des citoyens de toutes les régions de Côte d'Ivoire, pourvu qu'ils soient compétents et capables. On peut illustrer près de nous cette volonté de choisir les meilleurs par l'appel à candidature que le président Gbagbo a instauré pour choisir les directeurs du Trésor public, des impôts et de la douane. Ces 3 personnalités n'étaient pas issues du parti du président Gbagbo.
C'étaient des Ivoiriens compétents, simplement. On peut aussi mettre aux oubliettes le temps où la Côte d'Ivoire gardait ou rappelait jalousement ses cadres principaux cerveaux. Il est loin le temps où, rendons à César ce qui est à César, Feu, le président Houphouët-Boigny, usait de tout son poids pour faire revenir des cerveaux comme Feu le ministre Yed Ezaï. Bon, beaucoup ne l'ont pas connu, mais il avait été major au Massachusetts Institute of Technology, MIT. C'était vraiment quelqu'un que les États-Unis voulaient garder. Houphouët-Boigny l'a fait revenir pour travailler parce qu'il avait besoin d'un cerveau. Il n'a pas dit, ce monsieur-là est du PDCI ou quelque chose. Il a fait revenir. C'est fini le temps où le président demandait aux cadres de rentrer au pays, de laisser les postes internationaux pour développer le pays. Aujourd'hui, l'appartenance au régime RHDP et ou à la région du Nord nous semblent les principaux critères d'avancement professionnel et de nomination. Ces critères excluent toutes les ressources humaines compétentes non originaires du Nord. La conséquence de ce système, qui est donc une sorte de rattrapage ethnique, est la frustration engendrée parmi les cadres et cerveaux des autres régions qui se sentent exclus de la gestion du pays. Ils choisissent alors d'émigrer et de faire valoir leurs talents ailleurs. On peut illustrer donc cette assertion-là par l'exemple que le chef de l'État lui-même a pris le 10e mois 2023, lorsqu'il devait nommer les sénateurs que la Constitution lui permet de nommer. Alors, on a un tableau. Sur les 33 sénateurs, 16 sont issus du Nord et les 17 autres sont issus du RHDP, qui s'était donné, tout le monde sait, les moyens de rafler pratiquement toutes les communes de Côte d'Ivoire. Donc, pour le PPACI, la nation se construit avec tous ses fils et toutes ses filles. Il n'est pas bon de pratiquer pour les emplois ce système d'un autre âge basé sur l'appartenance régionale dans un pays qui se veut une nation. C'est l'ouverture à l'incompétence, à la médiocrité, à la stagnation dans le sous-développement. Pour le PPACI, le travailleur doit exercer dans des conditions optimales de non-frustration si l'on veut obtenir de lui un rendement de qualité. Pour le PPACI, tout travailleur doit se sentir employé à sa juste valeur. C'est un argument de poids pour la motivation personnelle. Si ce n'est pas le cas, que pour des raisons non professionnelles objectives, on favorise un autre, moins compétent à sa place, on comprend aisément que ce travailleur, qu'il soit un agent de la santé ou un autre cadre, qualifié dans un autre domaine, émigre vers des horizons qu'il juge meilleurs. Donc, pour lutter contre cette fuite du cerveau qui pénalise fortement notre évolution pour le développement, le PPACI, qui est un parti socialiste, toujours soucieux du bien-être du peuple, qui est un parti socialiste, démocratique, souverainiste, mais surtout panafricaniste, donc qui est soucieux du bien-être du peuple, de la population qui vit sur son territoire, ivoirien et non ivoirien, le PPACI propose les solutions suivantes. Ces solutions-là seront adaptées et seront mises en route par le PPACI lorsque le PPACI prendra le pouvoir en 2025. Le PPACI propose donc, premièrement, que le chef de l'État et le gouvernement diminuent leur train de vie. Que le chef de l'État, qui est le premier garant des institutions, commence par donner le ton en aidant les Ivoiriens qui souffrent. Il peut aider énormément les Ivoiriens qui ploient sous le poids de la vie chère en prenant des mesures simples, faciles, qui permettraient au Trésor public d'amasser une cagnotte à répartir à l'ensemble de la population. Ces mesures sont ramener son fonds spécial de souveraineté à des proportions acceptables, ayant accordé 342,6 milliards, environ 3% des 13 000 milliards du budget général, au chef de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la lettre du continent. Au chef de l'État,
celui-ci se retrouve avec un fonds spécial présidentiel excessif, il faut qu'on le dise. Si on compare son fonds au budget 2024 de tout le ministère de la Santé, qui est de 620 milliards. Lui, il a 342 milliards. De tout le ministère de la Santé à 620. C'est-à-dire que le fonds de souveraineté là représente 55% de tout le budget du ministère de la Santé. Et ce fonds qu'on lui a attribué est distinct du budget de fonctionnement de la présidence qui est passé de 80 à 100 milliards. Ce qui revient à un cumul de 442,6 milliards de francs CFA. On a contourné la logique financière pour augmenter la cagnotte présidentielle en utilisant un subterfuge. J'appelle ça un subterfuge, le programme présidentiel d'urgence, pour justifier donc ces fonds. Alors, ce programme-là, les populations n'en ont jamais vu l'impact. Ça, c'est le premier point. Donc, nous demandons que l'État diminue son train de vie en diminuant, excusez-moi, en diminuant le fonds de souveraineté. Nous demandons aussi que le chef de l'État vende au moins un de ses aéronefs. Il y en a plusieurs. Hein? À quoi sert-il d'avoir plusieurs avions présidentiels puisqu'un avion a une espérance de vie d'au moins 35-40 ans? Nous demandons aussi de justifier le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFCI, de 26 milliards dont bénéficie son épouse, la première dame. Parce qu'il y a un ministère de la femme qui existe déjà. Ensuite, le PPAC demande que le chef de l'État réduise le nombre de ministres et ne conserve que les ministres à portefeuille. Le gouvernement de Soro, Agon, Koulibaly, donc tous les gouvernements qui se sont passés depuis la prise de pouvoir du chef de l'État, ont compté en moyenne entre 33 et 54 ministres pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je rappelle que comparaison n'est pas toujours raison, mais le premier gouvernement de Houphouët-Boigny, il n'y avait pas plus de 11 ministres. Hein. C'est vrai que dans cette période, la Côte d'Ivoire devait avoir 3 millions d'habitants, mais quand même, on peut gérer. Ce n'est pas le nombre pléthorique qui permet de gérer. Alors, aujourd'hui, à quoi servent donc les ministres-gouverneurs? Si tant est qu'il existe des autorités administratives et préfectorales de région. On pourrait aussi réduire le nombre, on demande aussi de réduire le nombre de véhicules de fonction par ministère et direction. Et puis, surtout, de réduire le nombre des institutions de l'État. C'est paradoxal qu'un pays en développement comme le nôtre, qui ne compte qu'environ 30 millions d'habitants, 29 millions et quelques, ce pays-là ait 17 institutions. Alors que des pays comme les États-Unis d'Amérique et la France en ont qu'entre 5 ou 6. Le PPAC demande aussi, surtout à la justice, d'enquêter et de sanctionner les ministres et ou les directeurs de sociétés d'État responsables des détournements scandaleux impunis auxquels tout le monde a assisté depuis la prise de pouvoir du RHDP. Les exemples sont légion, vous les connaissez. On peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du ministère de l'Enseignement supérieur. Hein? On peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du fonds d'entretien routier. On peut vous rafraîchir la mémoire avec le cas du Conseil Café-Cacao dirigé par Mme Massenguier et autres. On peut vous rafraîchir le cas avec la mémoire avec le cas du FDFP récemment. Et ou encore, comme on parle de la santé, du CHU de Trècheville, où de nombreuses sommes ont disparu, selon un rapport de la Cour des comptes, sans que la justice ne lève le petit doigt. Donc, premièrement, diminuer le train de vie. Deuxièmement, que le gouvernement revalorise les budgets des secteurs de la santé et de la recherche. Augmenter les budgets des ministères de la Santé à 15% au moins du budget général, comme le recommandent les normes d'Abuja. Augmenter le budget de la recherche
qui est moins de 1% du budget national. Ce n'est pas normal. Parce que l'homme, avec grand H, l'être humain, doit être au centre de tout développement, parce qu'il a des capacités insoupçonnées. Donc si on augmente ce budget, cela permettra de mettre à disposition des techniciens et des chercheurs du domaine scientifique les outils nécessaires pour valoriser leurs compétences. Et lorsque quelqu'un travaille, quand il sent que sa compétence est reconnue, même s'il travaille à des prix qui ne sont pas très élevés, mais le fait de se sentir valorisé peut l'empêcher, peut le susciter à rester sur place. Mais s'il n'y a rien, pour que les gens qui ont fait des stages aux États-Unis, au Japon, dans tous les grands pays viennent et qu'il n'y a pas d'instrument pour travailler, il n'y a rien, mais les gens sont démotivés. Alors, il faut retenir que, et ça nous y insistons, la recherche est très importante. Aucun pays ne peut se développer sans recherche. Si la recherche prend de l'essor, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire pense que ce sera le catalyseur du développement du pays et un des moyens d'évoluer vers l'émergence dont on parle tant. Troisième solution, le PACI demande que le pouvoir RHDP, responsable du bien-être des Ivoiriens en tant que gouvernant, maîtrise, contrôle et régule les prix sur les marchés. Les arguments donnés qui sont que la cause est conjoncturelle, avec la guerre en Ukraine, la pandémie du Covid-19 qui impacte sur la vie, nous ne sommes pas suffisants. Enfin, le PPHCI demande que le pouvoir RHDP n'abandonne pas le retraité. Ça, c'est technique, c'est général aussi. Qu'on soit dans le public ou dans le privé, un jour on travaille, un jour on va à la retraite. N'abandonne donc pas le retraité qui doit profiter, comme cela se doit, de la vie active qu'il avait vécue auparavant. Et l'ordonnance 2023 et 2012-303 sur la retraite laisse pour compte le retraité. Donc, à ce sujet qui est d'un sujet d'importance, le PPACI propose qu'il faut porter à 75% le taux de réversion de la pension au conjoint survivant en cas de décès. Ça permet de continuer la retraite. Le PPACI propose de contribuer à la création d'une mutuelle de santé pour les travailleurs et retraités du secteur privé. Et enfin, il faut supprimer pour le pauvre retraité les impôts, et les impôts sur la pension. Ça ne sert à rien. Donc voilà un peu ce que le PPACI propose. Nous allons donc terminer en disant qu'au vu de toutes ces choses, il faut une alternative crédible, novatrice sur le plan de la gouvernance, pour permettre que toutes les populations vivant sur notre territoire puissent le faire dans la décence et dans la dignité. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, avec son candidat Laurent Gbagbo, est cette alternative pour 2025. Je vous remercie. Ah oui, les micros sont là. Je voudrais remercier tous les journalistes, parce que cette tribune se veut un échange pour mieux faire partie, pour mieux faire écho de ce que le PPACI propose. Donc, merci pour les questions. Je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom, mais il y a une première question, deuxième question, c'est comme ça que je vais tenter de répondre. Voilà, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Alors, votre question concerne la couverture médicale universelle. Vous la comparez quelque peu à l'assurance maladie universelle et vous parlez de, j'allais dire, l'aspect contraignant que le gouvernement actuel a mis
avec la couverture médicale et universelle, en exigeant que cela soit une sorte de passeport pour aller à l'école, pour voyager, pour passer un concours, etc., etc. Alors, la question est de savoir si on est satisfait. C'est ça. En tant que PPACI, ancien FPI devenu PPACI, nous sommes fiers d'avoir la paternité du problème de l'assurance maladie. C'est le président, son Excellence Gbagbo Laurent, qui a, dans les années 2000-2001, fait voter une loi pour mettre en place cette assurance maladie-là, universelle. Malheureusement, hélas, comme vous le savez tous, le président Gbagbo n'a pas pu avoir tous les leviers en main pour dérouler son programme de gouvernement. L'assurance maladie était un programme majeur. La guerre qui lui a été livrée à partir de 2001-2002 a fait que nous n'avons pas pu dérouler cette assurance maladie. Mais si le nouveau gouvernement qui est venu, comme vous savez, dans les conditions que vous savez, a retenu cette assurance maladie en changeant simplement son nom en couverture médicale, c'est qu'ils reconnaissent la valeur, l'intérêt pour un gouvernement de s'occuper de son peuple. Et donc, ils ont adopté cela. Mais, le problème, le président Gbagbo, lorsqu'il a mis en œuvre cette assurance, lorsqu'il voulait mettre en œuvre cette assurance maladie, comme toute nouvelle chose, il a voulu commencer de manière, comment j'allais dire, créer d'abord des expériences pilotes avec les agriculteurs avant d'étendre cette assurance maladie à tout le secteur. C'est normal. Quand vous commencez quelque chose, surtout en matière scientifique, nous faisons des tests avant de généraliser la chose. Et il était prévu donc que ce soit le secteur agricole qui puisse être au devant des choses. Malheureusement, le président n'a pas pu dérouler son programme. Il y a eu la guerre et la CMU que les gens ont mis en, comme on appelle en 2019 ou chose en course. Mais nous ne sommes pas satisfaits de cette CMU. Parce que malgré toute la campagne publicitaire qui en est faite, les usagers ne sont pas satisfaits parce que la couverture maladie devrait pouvoir permettre à tous les Ivoiriens, puisque eux ils ont généralisé d'emblée avec tous les fonctionnaires, etc., sans chercher à chose. Ça devait permettre donc à ces gens-là de pouvoir aller à l'hôpital, se faire soigner au moindre coût et avoir des médicaments dans les pharmacies ou médicaux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que vous avez une carte de couverture médicale. Est-ce que réellement... excusez-moi. Est-ce que vous avez satisfaction vous-même? Donc, nous, on n'est pas satisfaits. Ils ont voulu nous tricher. Ils ont voulu faire la photocopie, mais la photocopie ne ressemble pas à l'original. Maintenant, concernant son aspect contraignant, lorsqu'ils avaient publié la première fois cet aspect, le PPACI avait dénoncé cet aspect. Pour dire que, je parle sous la couverture d'un ancien DG de l'assurance, une assurance, même si elle est obligatoire, c'est le patient, enfin c'est le prestataire qui choisit son assurance. Donc si quelqu'un n'a pas quelqu'un n'est pas assuré, vous ne pouvez pas le condamner. L'idéal serait qu'il s'assure. Mais s'il n'est pas assuré, qu'il veut faire un concours, qu'il veut aller à l'école, vous ne pouvez pas l'empêcher. Nous avions dénoncé cela. Je ne connais plus le numéro du journal, mais dans le temps, nous avions dénoncé cette situation, qui n'était pas une situation qui est normale. Et ils ont répondu en disant que oui, il y avait une loi qui disait que par la suite, on devrait imposer cela à tout le monde. Oui, on devait imposer cela à tout le monde, mais en commençant de manière progressive. Nous avons un plan.
Je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'instant, puisque notre programme de gouvernement n'a pas été exposé officiellement. Mais nous avons un plan pour cette assurance maladie. Nous ne sommes pas satisfaits d'abord l'enrôlement. Elle l'avait piétiné. C'est lorsqu'on a mis l'aspect contraignant que les gens ont commencé à s'enrôler, qui pour aller à l'école, qui pour passer un concours, mais ce n'est pas vraiment avec volonté, sincérité. Donc nous ne sommes pas sûrs. Mais nous avons une assurance maladie qui va revenir lorsque nous serons au pouvoir, que nous allons dérouler le moment venu, lorsque le parti donnera le feu vert pour dérouler cette assurance maladie. Voilà la question pour la nouvelle alliance. La deuxième question concernant les réfugiés. Je sais quelqu'un, voilà. Le président Laurent Gbagbo, son excellence, est rentré. Mais il y a beaucoup de jeunes en exil. C'est vrai. Ils hésitent à rentrer, mais vous nous demandez quelle action que nous devons poser pour les faire revenir. Ce qui est sûr, je vous réponds tout de go. Si nous avons le pouvoir en 2025, connaissant tout notre passé et notre idéologie, il n'y a même pas de problème, tout le monde va rentrer. Parce qu'actuellement, nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés. Dans toutes les revendications que nous faisons. Nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés. Même le retour de certains exilés qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas au début avec nous. Nous avons demandé que tout Ivoirien, selon la Constitution, ne peut pas rester en exil. Même Soro Guillaume, nous exigeons toujours qu'il revienne. Comme tous les exilés. Si nous sommes au pouvoir, il n'y a pas de problème, je pense. Son Excellence va instruire son gouvernement et mettre les conditions idoines pour que les exilés reviennent. Maintenant, quel acte poser pour faire partir Ouattara? Bon, écoutez, vous voulez de manière détournée me faire parler de l'appel de Gbagbo et de son excellent Gbagbo à Benoît. Mais c'est un domaine qui est réservé au président Laurent Gbagbo, président du parti, ancien président de la République. Il est en train de travailler de manière discrète avec le président exécutif qu'il a instruit pour la partie opérationnelle. Donc, permettez-moi de ne pas entrer dans ce détail-là. Le président exécutif, en son temps, a déjà commencé et il fera chaque fois le point pour faire revenir les choses. Pour faire partie Ouattara, c'est ce que l'appel, a dit que tout le monde vienne. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout le monde vienne pour que nous puissions nous associer pour dégager ce régime en 2025. Ce n'est pas à moi de développer ce sujet. C'est un sujet exclusivement du domaine de son Excellence, le président du parti, et du président exécutif qui a été instruit pour gérer cette affaire. Vous savez, tout ce qu'on veut faire de bien, on le fait en cachette, ce n'est pas au grand jour. Donc, permettez-moi de ne pas répondre à cette question-là. Troisièmement, les mesures concrètes pour retenir les talents en Côte d'Ivoire. Mais nous les avons plus ou moins données. Nous avons dit que si nous venons au pouvoir, nous allons tout faire pour ne pas que les gens quittent leur travail. Nous allons agir sur le contexte. Et le président Gbagbo l'a déjà fait lorsque il avait mis la compétence au premier champ. J'ai donné l'exemple des directeurs des impôts, de douane et de douane, impôts et trésor, où le président Gbagbo n'a pas choisi d'Ivoirien. Mais à partir du moment, il n'a pas choisi de membres de son parti, il a choisi les compétents. À partir du moment où vous êtes à l'école, vous voulez avoir un emploi, que vous savez que si on vous écoute, on fait l'entrevue, par votre compétence, on peut vous embaucher, vous allez rester. Et j'ai même dit, deuxièmement, sur le plan de la santé, qu'il fallait redresser le système sanitaire qui est en décrépitude. Si vous avez des établissements qui sont bien construits, mais ce n'est pas important, qui sont dotés de plateaux techniques, de médicaments, si vous avez du personnel dans toutes les communes, dans les régions, et nous proposons de revenir aux 10 grandes régions avec le système sanitaire pyramidal que vous connaissez. Si vous avez toutes ces conditions, je pense
que les médecins vont rester parce qu'ils auront l'occasion de mettre en valeur leurs compétences. En plus, je pense que si la vie est bien réglée, si le coût de la vie est bien réglé, les gens vont rester. Donc, je pense que pour retenir les talents en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, l'alternative, c'est le PPACI avec son candidat, le président Gbagbo, en 2025. Quand je regarde la presse, je pense... Merci. Je voudrais remercier toute la presse qui est venue donc participer, puisqu'il y a eu un interéchange, participer à cette tribune. Je voudrais dire que cette tribune, vous devez nous aider à faire sortir nos propositions. Parce que vous connaissez vous-même les conditions d'existence et de libéralisation de la presse. C'est notre tribune qui nous permet donc de dire cela. Mais notre mot de fin est simple. Aujourd'hui, le PPACI est en train de s'organiser à tous les niveaux pour que 2025, qui est l'objectif pour lequel son Excellence, le président Laurent Gbagbo, a lancé ce fameux appel-là, pour que cet objectif soit atteint. Et je pense qu'il sera atteint grâce à la presse qui va dire, qui va rapporter de manière fidèle et honnête nos dires, et grâce au travail que la haute direction du parti et tous les militants du PPACI font. En tout cas, je voudrais dire que le PPACI est confiant et serein en son avenir. Je vous remercie.